À la une ce soir. Klar ist aber auch, es darf nicht nur bei Bekundungen bleiben. Attentat à la marche des fiertés de Berlin. Fierté Montréal fera preuve de vigilance. C'est bouleversant, mais ça nous rappelle évidemment notre devoir, notre vigilance de faire tout ce qui est dans notre possible pour rendre justement ces espaces bienveillants, sécuritaires. Les feux de forêt à moins de 15 km de Bordeaux, en France. Nous en sommes déjà à 116 000 hectares, donc c'est vous dire qu'on vit une saison qui est totalement inédite et complètement exceptionnelle. Donc je n'ai absolument pas à être rassurant, je ne tiens pas à l'être. Et un homme recherché après le meurtre d'une personne mineure à Shawinigan. Qui se produisent une chose de la sorte, là, oui, c'est un petit peu surprenant. Notre but principal, c'est de le localiser et par la suite, on verra son implication ou non finalement dans cet événement-là. Il est 17h, voici votre nouveau info. Bon début de semaine. L'été au Québec, il y a plein de festivals et nous sommes d'ailleurs à quelques jours de l'ouverture de Fierté Montréal. Ça va être ce vendredi. Mais disons qu'avec l'attaque à la voiture bélier qui ciblait des personnes qui ont participé au défilé de la Fierté survenu ce week-end à Berlin, eh bien, ça vient assombrir l'euphorie liée à ces festivités. Mais Lily, quand même, l'organisation se veut rassurante et dit avoir renforcé les mesures de sécurité dans les dernières années. Oui, d'abord, il faut savoir qu'il y a 3 pôles à Fierté Montréal. D'abord, au Parc olympique et ses ceinturés de béton, sur la rue Sainte-Catherine où je me trouve en ce moment et au défilé de la Fierté le 9 août prochain. Et on sait, dans les dernières années, les mesures de sécurité ont été renforcées. Il y a quand même 600 000 $ du budget de Fierté Montréal qui est alloué aux mesures de sécurité. Et, on sait qu'il n'y a pas de menace qui pèse sur la métropole. Par contre, Fierté Montréal va faire preuve de vigilance en réaction à ce qui s'est passé à Berlin le week-end dernier. Ce vendredi que le festival Fierté Montréal sera lancé. Mais les événements survenus samedi à Berlin jettent une ombre sur le rassemblement qui célèbre la diversité sexuelle et de genre. Est-ce qu'à Montréal, on est à l'abri de ça, vous pensez? Non. Ça pourrait arriver. Oui. Faut pas penser qu'on est à l'abri. Fierté Montréal se veut rassurante, mais se dit aussi rester en mode vigie. Il y a 10 % du budget du festival qui est alloué à la sécurité. C'est bouleversant, mais ça nous rappelle évidemment notre devoir, notre vigilance. Sur la rue Sainte-Catherine, il y a déjà des blocs de béton ici pour protéger les voitures d'entrer dans la rue. Par contre, impossible d'en mettre partout parce que ça bloquerait la livraison. Pour ce qui est du défilé de la Fierté le 9 août prochain, l'organisation dit avoir rehaussé le niveau de sécurité dans les dernières années. Les transversales du parcours, donc sur René Lévesque, ils sont fermés, bloqués par des clôtures, des agents de fermeture de rue et des véhicules du SPVM. Tant qu'on sent que le défilé n'est pas hermétique, que ce soit au début, en arrière ou sur les côtés, on ne démarre pas le défilé. Les sections, au niveau de l'analyse du renseignement, vont toujours regarder ce qui s'est passé ailleurs. Donc, ils vont ajuster leur procédure, leur méthodologie. Qu'est-ce que on entend sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des menaces? Ça va être une question d'ajustement, puis de s'assurer que tout le monde va être en sécurité. Donc, la présence policière risque d'être renforcée. C'est quelque chose qui appartient aux gens. Ce serait plate de le gâcher par plus de police qui passe. I would think that a security would be a good idea, especially during August 9th. Récemment, il y a une montée de l'homophobie et de la transphobie dans le monde, en particulier depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, où les droits acquis par la communauté LGBTQ+, sont menacés plus que jamais. Je comprends tout à fait les personnes qui auraient peur d'aller dans des événements comme ça, mais finalement, c'est un peu ce qu'ils veulent. Dans le fond, les personnes qui font ce genre de violence, c'est souvent pour nous faire retourner dans l'ombre. Ça jette une arme, mais je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur. Il faut continuer à vivre puis à espérer que le positif est là. Les membres de Fierté Montréal et leurs partenaires se rencontreront cette semaine pour évaluer si de nouvelles mesures de sécurité sont nécessaires en regard à ce qui s'est passé à Berlin le week-end dernier. À Montréal, Élie Mercure pour Nouveau Info.
Sur la scène internationale, le président américain Donald Trump a annoncé que les États-Unis avaient suspendu leurs attaques sur l'Iran à la demande du régime iranien, mais il prévient que les frappes vont reprendre si les deux pays ne parviennent pas à conclure un accord de cessez-le-feu. Toujours au sujet du Moyen-Orient, bien Donald Trump va rencontrer le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Washington demain. Le président américain affirme qu'ils sont presque sur la même longueur d'onde dans ce dossier, mais pas complètement. You know who wouldn't survive without us? Israel. Bibi's coming, he'll tell you. If I didn't get involved and if I didn't blow up those nuclear, essentially soon-to-be nuclear weapons, the dust, as I call it, Israel would have been terminated months ago and years ago. Les incendies continuent de faire rage en France et dans les secteurs les plus touchés, il y a en Gironde, c'est dans le sud-ouest où on retrouve notamment la ville de Bordeaux. Il y a plus quand même de 220 000 personnes qui ont dû être évacuées. Et pour en parler de la situation sur le terrain, je joins William Biard. Vous êtes un Québécois qui vit à Bordeaux depuis près de 40 ans. Bonsoir à vous. Bonsoir. Donc d'abord, là, c'est vraiment inédit ce qui se passe chez vous. Peut-être nous parler là, de comment ça se passe, le feu qui fait des ravages là, quand même près de du lieu où vous habitez, là. Moi, j'ai fait la profession de journaliste pendant 40 ans ici à Bordeaux. Et des incendies de la forêt des Landes, j'ai eu à en couvrir beaucoup. Ça a lieu chaque année, c'est quasiment... ça fait partie de l'écosystème, le fait qu'il y ait des incendies dans la forêt industrielle des Landes, qui est la plus grande forêt industrielle d'Europe. Mais un incendie de cette dimension-là, de cette ampleur-là, franchement, enfin tout le monde, les pompiers, puis les gens de la protection contre les incendies, tous les gens du terrain là, que je connais depuis 30 ans, 40 ans, là, tout le monde dit c'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça. Et là, il y a quand même, bon, je le disais, il y a des milliers de personnes qui ont dû être évacuées. Puis en ce moment, il y a même des réfugiés qui sont au parc des expositions de Bordeaux. Dites-moi comment ça se passe sur place, parce que vous allez là, aider les gens, si je ne me trompe pas, là, dans ce parc-là. Là. Oui, j'y ai été. J'y ai été samedi, en fait. J'y ai été qu'un jour. C'est déjà ça. Il y a tellement de bénévoles. Il y a tellement de gens qui veulent aider. Là. Il y a tellement de bénévoles qu'ils arrivent dimanche matin, les autorités nous ont dit « OK, c'est bon, on a trop de monde qui veulent aider. Donc, rentrez chez vous, puis restez tranquille, puis faites ce que vous pouvez. » Non, oui, samedi, j'ai vécu une expérience importante, effectivement. Le matin, je me suis rendu au parc des expositions parce que je voulais être actif pour aider tous ces gens. Alors, dans les évacués, attention, il n'y a pas que des gens qui viennent de villages qu'on brûlé. Il y a des gens qui sont évacués de manière préventive. C'est-à-dire que leur village ou leur ville ne sont pas atteints par l'incendie. C'est juste que ces villes-là ont été évacuées de manière à ce que les services de pompiers, les services de secours puissent intervenir sans être gênés par la circulation. Tout à fait. Monsieur Biard, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous souhaite bonne chance, évidemment, pour cette situation qui se passe près de chez vous. On espère que la problématique des feux de forêt soit réglée rapidement. Oh, ça m'étonnerait. Ça risque de durer, d'expérience, ça va durer plusieurs mois. Merci. De rien. Bye-bye, bonne journée. Le pont Gordie Howe qui relie Windsor et Détroit est officiellement ouvert aux automobilistes depuis ce matin. Et ce sont les membres de la famille du célèbre hockeyeur qui ont été les premiers à le traverser. Le Canada a tenu, je vous le rappelle, une cérémonie d'inauguration vendredi dernier, mais une célébration conjointe avec les États-Unis a été annulée en raison, bien sûr, des nouvelles menaces tarifaires du président Trump. Maintenant, une chasse à l'homme qui a débuté hier est toujours en cours en Mauricie pour retrouver un individu qui aurait tué un adolescent. C'est survenu à Shawinigan. Et là, Coralie, bien, la police parle maintenant de lui comme vraiment d'un suspect. Là. Oui, exactement. La Sûreté du Québec est à la recherche de Philippe Benoît, l'homme de 41 ans qui serait maintenant considéré comme le suspect principal dans le cadre de l'homicide survenu dimanche matin dans le secteur Saint-Georges-de-Champlain à Shawinigan. Pour revenir sur les événements, les services d'urgence ont été appelés aux alentours de 9 h hier et dès leur arrivée, ils ont malheureusement constaté le décès d'un adolescent. Une voiture a été retrouvée abandonnée donc quelques heures plus tard tout près de la plage de Lac-aux-Sables. Il s'agit du véhicule qui aurait été utilisé par Philippe Benoît, l'homme recherché qui
a 41 ans, les cheveux châtains et les yeux pairs. Il mesure 1,66 m et pèse 100 livres. D'ailleurs, un déploiement est en cours depuis hier dans le secteur de Lac-aux-Sables et selon les plus récentes informations, il pourrait être muni d'une arme blanche. On n'invite pas les gens à interagir avec M. Benoît. On ne sait pas dans quel état mental et physique il pourrait se trouver. Donc, c'est de composer le 911 immédiatement. Si la personne est en sécurité, par exemple, à l'intérieur de son domicile ou à l'intérieur d'un véhicule porte verrouillée, puis est capable de le suivre de loin tout en appelant le 911 pour nous donner une idée, par exemple, des vêtements qu'il porte, des rues dans lesquelles il se trouve. Et il y a même des vacanciers du camping là, qui étaient situés à proximité qui ont dû être confinés dans leur roulotte là, hier après-midi. Exactement. Et sur le terrain de manière préventive, les policiers sont passés à quelques reprises sur les terrains des gens, dans les roulottes pour fouiller les cabanons également. La plage était fermée, le restaurant. L'inquiétude était présente, mais aujourd'hui, tout va bien sur les terrains du camping. Ils nous ont juste demandé si on avait des caméras ou si on avait été témoin de quelque chose, là, mais nous, on n'a rien vu. Ça a été dur pour les saisonniers ou bien ceux qui avaient juste la fin de semaine pour venir à la plage? Il y avait un stress, pas un stress, mais c'est la première fois que ça m'arrive, là. Merci beaucoup, Coralie. On va suivre le tout ce soir dans notre bulletin de 22h. Les adeptes de la pêche à l'aimant ont fait toute une découverte dans la région de Montréal récemment. Ils ont repêché une arme à feu, ce qui a déclenché même une enquête du SPVM. Noah Abel les a rencontrés. On est sur le bord du fleuve à Verdun et on est ici pour rencontrer des pêcheurs, mais pas des pêcheurs ordinaires, des pêcheurs à aimant. C'est quoi qu'on a ici, là? Vite comme ça, on dirait une chose pour enlever des clous. On est des pêcheurs à l'aimant. Et bien dit à l'aimant, parce qu'on n'a jamais pogné de poisson, là. Okay. Autre que des appâts. C'est tout. On a le droit d'aller partout, sauf Parc Canada, tous les lieux historiques, puis tout ce qui est privé. J'ai déjà trouvé un obus de la Deuxième Guerre mondiale, qui est un explosif. J'ai déjà trouvé des armes à feu dans le canal à Chine. Hey, j'ai un gun au Québec! Wow! On pogne quand même des belles choses qu'on garde, des beaux couteaux de pêcheurs ou quoi que ce soit. Il y a certaines choses qu'on garde, qu'on va nettoyer. Il y a un côté environnemental. Oui. Est-ce que vous pouvez me parler de ça rapidement? Côté environnemental, bien, c'est simple. L'acier dans l'eau peut créer du mercure, des affaires comme ça. À long terme, on parle de centaines d'années, ça crée du mercure. Donc, plus tu l'enlèves vite, mieux c'est. Ça l'aide aussi ta faune à mieux se régénérer, les poissons aussi. Vous avez une chaîne YouTube, là? Oui, c'est quoi le but avec ça? Bien, moi, c'était surtout pour montrer mon intérêt envers la pêche à l'aimant puis le démontrer aux gens. C'est quoi le processus, là, quand vous attrapez un fusil? Oh boy! Ça dépend. Ça dépend d'où tu vas. Ça dépend, parce qu'il y a des places que ils te le ramassent, puis ils partent avec, puis c'est fini là. Tandis que, justement, à la dernière, ça a été un long processus. Ils ont voulu prendre nos gants. Après ça, faire une déclaration séparée pour expliquer où qu'on l'a pêché, comment ça s'est passé. Ça fait, je dirais, 2 ans qu'il était dans l'eau. Parce qu'on essaye de le bouger ou quoi que ce soit. Bien, tu sais, la culasse, on s'entend que t'es supposé d'être capable de le crinquer. Ouais. Donc, pour voir si c'était une dernière balle dedans, c'était jammé avec la rouille, ça bougeait plus pantoute. OK, on pêche-tu? Oui, yes! Oui, let's go! Peux-tu y sortir une paire de gants, Julie? La consigne, c'est jamais que ta corde soit en arrière de toi. OK. Fais attention de ne pas piler dessus. Ouais. Ta swing comme ça. Yes! Faut que tu le sentes qu'elle frotte dans le fond. Si tu reviens trop vite, tu vas être au-dessus de l'eau, fait que tu ne pogneras rien. Fait que faut t'attendre qu'elle frotte le fond. Fait que pour mon premier lancer, là, on doit utiliser un tir fort parce que mon aimant est coincé. Je vais peut-être faire bouger un peu le quai. Ah oui, t'as quelque chose, je pense? Eh oui, t'as un petit quelque chose! Wouhou! Ta première prise! Fait que là, je peux y aller? Oui. Là, on a comme un morceau de... Ah, ça, c'est encore du fil. Tout? Et là, ça. Tout ça, t'enlèves ça. Ouais. À Montréal, Noah Abel pour Novo Info.
Il y a 3 élections partielles fédérales qui vont avoir lieu au pays le 31 août prochain. C'est le premier ministre Mark Carney qui en a fait l'annonce hier. Bon, il y en aura une en Ontario, l'autre en Colombie-Britannique et l'autre va se dérouler au Québec, au Saguenay plus précisément. La circonscription de Chicoutimi-Le-Fjord qui est laissée vacante depuis le départ du conservateur Richard Martel qui est maintenant au Sénat. Bonsoir, Victor. Salut, Sabrina. Bon, élection partielle dans Chicoutimi-Le-Fjord, ça s'annonce quand même être une course assez serrée, là. Ça va être une course extrêmement serrée et déjà, les sondages nous indiquent qu'on est à peu près dans la marge d'erreur dans cette course-là, puisqu'on va voir les résultats du sondage du mois de juillet dernier, justement, du 18 juillet, où est-ce qu'on était à peu près à 2 points de différence. Ouais, regarde ça. Ce qu'on se rend compte, c'est que le Bloc québécois est en avance de points, les libéraux suivaient pas très loin derrière, et le Parti conservateur est un peu à la remorque. Mais finalement, on part à égalité entre les 3 partis, et c'est intéressant parce qu'au niveau du choix du moment, Mark Carney choisit un moment où est-ce que c'est plus calme, le taux de participation risque d'être un peu plus bas, ce qui fait que cette différence-là, elle vient se resserrer d'une certaine façon pour nous amener une course qui sera certainement enlevante. Bon, on connaît bien sûr déjà quelques candidats. Le Bloc québécois qui espère être en mesure de retrouver un de ses nombreux sièges qui ont été perdus lors des dernières élections. On sait que ça a fait mal les dernières élections là, pour le Bloc. Là. Ça a fait mal les dernières élections. Ça a fait mal également la dernière partielle d'Enterrebonne. On se le rappelle, où est-ce que le Bloc québécois, justement, pensait remporter. Ici, le Bloc québécois, à nouveau, est en avance, fait confiance à Caroline Dubé comme candidate. Madame Dubé, qui est bien connue dans la région, qui a été candidate du Parti québécois en 2022 et qui viendra tenter sa chance. Et du côté du Bloc, on va beaucoup chercher, justement, à mettre en contradiction le candidat libéral avec toute cette question de la gestion de l'offre. Madame Dubé qui va mettre... Gobeil et aussi de l'Association des producteurs de lait. Exactement, parce que du côté du Bloc, ce qu'on va chercher à faire, c'est de mettre M. Gobeil en contradiction avec les engagements du Parti libéral du Canada. Alors, de montrer justement qu'on sera les meilleurs pour défendre cette fameuse gestion de l'offre. Mais tu sais, quand on regarde ça quand même, le siège était quand même conservateur depuis 8 ans. Et là, on voit, ils sont quand même 3e dans les intentions de vote. Là. Non, tout à fait. Et un choix du côté des conservateurs qui peut surprendre le candidat Régis Gaudreault, qui est un homme d'expérience, avocat depuis plus de 40 ans dans le secteur. Du côté des conservateurs, on semble d'une certaine façon être un peu sous le choc de ce choix de Richard Martel, parce qu'il faut le répéter, Mark Carney a quand même nommé Richard Martel sénateur pour déclencher cette partielle-là. Donc, il y a une volonté de gagner Chicoutimi. Alors, pour les conservateurs, ce sera difficile. M. Gaudreault, qui connaît bien la région, mais aura-t-il la notoriété nécessaire pour faire face aux 2 candidats du premier bloc? Ce sera à suivre. Et en même temps, on voit que pour l'instant, Mark Carney a toujours le vent dans les voiles. Mais en même temps, on sent, par exemple, quand on parle de politique, par exemple, américaine, ça stagne au niveau de la CO. Mais est-ce que ça pourrait venir teinter quand même? Parce qu'il y a beaucoup de producteurs d'aluminium, notamment au Saguenay. Ça peut certainement venir teinter l'élection. On verra comment le candidat Daniel Gobeil, le candidat libéral, va s'en sortir. Daniel Gobeil, qui est un candidat important pour les libéraux. Pourquoi? Parce qu'en nommant le président des producteurs de lait, on passe le message que la gestion de l'offre, on va la défendre pour de vrai. C'est ça qu'on veut montrer avec cette candidature vedette. On verra ce qui se passe, mais on pourra l'occasion de commenter certainement parce que ça va être une belle course. Tout à fait. Merci beaucoup, Victor. Au revoir. Aux États-Unis, 350 000 Haïtiens et 6 000 Syriens vivant aux États-Unis ont perdu leur statut temporaire aujourd'hui. Et là, on craint là-bas des milliers de déportations. Et cette situation pourrait avoir un impact de notre côté de la frontière, puisqu'une partie de ces gens pourraient essayer d'immigrer ici. Le reportage de Lila Mouche. To a country that either take you or back to the country you came from, temporary protected status for you. Your time has expired. Les Haïtiens et Syriens américains vivent aujourd'hui la fin de leur statut de protection temporaire aux États-Unis. Ils risquent désormais l'expulsion. La raison pour laquelle ils veulent déporter des milliers de personnes, c'est parce que, tu sais, Trump, il avait promis dans sa campagne de déporter toutes les personnes qui sont, selon lui, illégales aux États-Unis. Et dans cette promesse-là, les personnes qui sont dans le statut de TPS, Temporary Protected Status, ce qui veut dire que ce sont des personnes qui ont un statut temporaire à cause d'une situation dans leur pays, soit une situation économique, sociale, politique. Cette décision touche des familles établies depuis plusieurs années qui vivent et travaillent légalement aux États-Unis. Certains s'y sont d'ailleurs installés en 2010 sous la présidence de Barack Obama après le séisme qui a fait plus de 280 000 morts. D'ailleurs, cette décision résulte entre autres du département de la sécurité intérieure qui affirme que les conditions se sont améliorées en Haïti.
D'après le cabinet de conseil en immigration, Le Tendre, basé à Sherbrooke, les gangs armés contrôlent désormais près de 90% de la capitale, Port-au-Prince, et l'ONU comptabilise près de 1,5 million de déplacés internes fuyant la criminalité. On parle de sécurité aiguë, on parle de guerre civile interne, parce que les gangs qui sont là sont des mercenaires. Donc Haïti est condamné. Les gens qui arrivent à nos frontières, ce sont les futurs anges gardiens qui viendront peut-être pas sauver des vies physiquement, mais qui vont sauver l'économie. 350 000 Haïtiens qui se trouvent en grande partie dans des emplois essentiels. Pour de nombreux membres de la communauté haïtienne américaine, la déception est immense et les organismes de défense des immigrants dénoncent une décision qui pourrait avoir des conséquences humaines et économiques importantes. Pour des centaines de milliers d'Haïtiens, l'avenir aux États-Unis reste plus incertain que jamais, alors que leur pays d'origine continue de traverser une profonde crise. C'est pourquoi il est fort à parier que de nombreuses personnes vont essayer d'entrer au Canada dans les prochaines semaines. J'ai déjà un gros volume de clients qui m'ont déjà contacté ou des personnes qui ont déjà fait le voyage au Canada. L'affaire, ce qui est arrivé, c'est à partir du 26 mars 2026, le Canada a vraiment changé ses lois d'immigration. Et maintenant, c'est vraiment plus strict. Presque 400 déportations par semaine en ces temps-ci au Canada. La grande majorité, depuis maintenant des semaines, si ce n'est des mois, qui arrivent à la communauté canadienne, sont retournés aux États-Unis. Et quand vous êtes retourné aux États-Unis, mis entre les mains des agents frontaliers américains, ils s'appellent ICE. Et maintenant, c'est justifié de le faire, car la plus haute cour, la Cour suprême des États-Unis, a décidé that's it. On s'est révoqué. Donc il n'y a pas d'autre option au niveau judiciaire. Nous avons contacté l'Agence frontalière du Canada et la Sûreté du Québec. Alors ils sont au courant de la situation mais n'ont pas pu répondre à nos questions pour le moment. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info. Vous avez un sujet d'enquête à nous transmettre, une nouvelle vous fait réagir ou vous avez une histoire à partager, je vous invite à m'écrire ouest.rivière@nouveau.info. Toujours un plaisir de vous lire. Aux États-Unis, les frères Andrew et Tristan Tate vont demeurer en prison jusqu'à leur retour en cours prévu le 13 août prochain. C'est ce qu'a décidé un juge fédéral aujourd'hui. Les créateurs de contenu masculiniste continuent de contester leur extradition vers le Royaume-Uni. Ils sont accusés là-bas de viol et de trafic sexuel. La semaine dernière, la Maison-Blanche a confirmé que le président Trump n'allait pas intervenir dans le processus d'extradition. Puis on termine avec des nouvelles des Canadiens de Montréal, parce que l'équipe montréalaise a échangé Sean Farrell à Anaheim. En retour, le tricolore met la main sur le meilleur pointeur du club-école des Ducks, Sacha Pastuyov. Originaire de la Floride, le joueur de 23 ans a terminé au 2e rang pour les buts dans la Ligue américaine la saison dernière. Quant à Sean Farrell, il a été repêché par le CH en 2020. Il évoluait avec le Rocket de Laval. Ce soir, dans notre bulletin de 22 h, on va suivre bien sûr la chasse à l'homme à Shawinigan, la police qui recherche activement un individu en lien avec la mort d'un mineur. Alors voilà là-dessus, merci beaucoup d'avoir été là et nous on se retrouve à 22 h.